C'est trop, on croit. Bonjour à tous, je suis Grégory Prudomo et c'est un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Alors en effet, depuis le dernier épisode, c'était l'épisode 29 qui a été diffusé début août, il y a eu un petit break. Alors c'est un break lié aux vacances de l'été, lié aussi beaucoup au fait que le mois de septembre a été très occupé pour tout le monde et que j'ai préféré prendre le temps en fait plutôt que d'embêter des potentiels invités et prendre le temps de faire les choses correctement parce que pour ceux qui travaillent beaucoup avec la Chine, vous savez que le mois de septembre est un mois qui est généralement très court, entre les vacances d'été pour les Européens ou les Occidentaux et les vacances de la fête nationale du 1er octobre. Justement, j'en ai profité pendant ces vacances-là de partir en France, où j'ai fait beaucoup de rendez-vous, et à Paris, je me suis dit que c'était pas mal d'emmener mon micro et de profiter en fait de ce passage pour rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres professionnels basés à Paris qui travailleraient avec la Chine. Et ça a été l'occasion pour moi de rencontrer des gens super intéressants. Alors j'ai déjà enregistré plusieurs entretiens que vous allez découvrir au fil des semaines. Je ne vais pas forcément tous les diffuser les uns après les autres. Et d'autres qui m'ont permis de rencontrer des personnes dont je vais organiser un second entretien dans le temps, un peu plus tard. Et puis là, pour le tout premier épisode de ce type-là, en fait, je rencontre Armand Mazloumian, qui est une personne qui a vécu en Chine pendant presque 14 ans, plutôt dans le nord, à Qingdao, travaillé beaucoup avec sa région d'origine, ex-Marseille, où en fait il a accompagné des sociétés sur leur développement en Chine, beaucoup dans le fashion, dans le retail. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui a une expérience professionnelle assez riche autour de ces domaines-là. Et puis il a décidé de rentrer en Chine. Alors ça, c'est déjà un challenge en soi, on le sait. Le retour d'expatriation comme ça est toujours un peu compliqué. Puis lui, en plus, il a laissé l'entrepreneuriat de côté et il a décidé de rejoindre un grand groupe puisqu'il a rejoint les équipes de Chronopost. Parce que Chronopost a signé très récemment, au mois de juin 2018, un partenariat avec SF Express, qui est le leader des coursiers en Chine. Et donc, c'est un accent donné sur la Chine qui est évident. Et c'est vrai qu'avec l'expérience d'Armand, son parcours, ça pouvait être clairement un bon atout. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la tête des partenariats internationaux, au niveau du développement des partenariats internationaux, du e-commerce et bien sûr du cross-border. Alors le cross-border, on en a déjà beaucoup parlé avec d'autres intervenants sur les épisodes de Backstage, autour des Tmall Partners, des TP, entre autres. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la promesse de Chronopost, c'est de garantir une livraison d'un peu partout en France à un peu partout en Chine en à peu près 3 jours. Donc ça, c'est une mission, c'est un gros challenge. Et Armand nous explique en fait qu'est-ce qui l'attend, sa mission, ses objectifs, comment il va s'organiser. Et finalement, on va se rendre compte que la raison et puis en tout cas l'énergie et tout ce qui pourrait faire qu'il réussisse cette mission-là, c'est avant tout une grande passion pour la Chine, dont il va nous expliquer comment il est tombé là-dedans il y a quelques années. Dans tous les cas, moi je vous retrouve après cet entretien, à la fin, pour un petit mot et vous expliquer ce qui va se passer dans les tout prochains épisodes. Bonjour Armand. Bonjour Grégory. Alors aujourd'hui on est dans un décor un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque aujourd'hui on est dans les bureaux de Chronopost à Paris et on est à l'étage international que tu m'as fait visiter en arrivant. Ça fait combien de temps que tu es arrivé à Chronopost ? Ça fait un mois, je suis arrivé le 23 août et je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui au siège de Chronopost Monde à Paris. Tout à fait. Alors moi, c'est la raison pour laquelle en fait on se rencontre aujourd'hui, c'est bien sûr, on va parler de Chronopost, il y a une activité assez intéressante, toujours en relation avec la Chine, mais c'est surtout que tu as une très grande histoire Chine, puisque tu as passé, maintenant tu me disais, 14 ans en Chine, surtout autour de Qingdao. Comment tu es arrivé en Chine il y a 14 ans ? Pourquoi tu es arrivé à Qingdao alors ? En fait, moi j'ai eu mon intérêt premier pour la Chine par rapport à la pratique d'arts martiaux que j'ai faite quand j'étais assez jeune. Okay. Donc différents types d'arts martiaux, japonais, Viet Godao, Shotokan, karaté et autres. Et je me suis intéressé à l'Asie en général, à la Chine. Et en regardant les films de Li Xiaolong, de Bruce Lee, j'ai beaucoup aimé les décorations chinoises à l'intérieur en fait, quoi. Et donc je me suis intéressé rapidement à tout ce qui est dynastie Ming, Song, etc.
Du coup, tu en as fait dans tes études ou Non, c'est à titre personnel. Voilà, je me suis intéressé à la culture chinoise, aux dynasties, aux décorations, aux tables, aux chaises, à l'évolution en fait des styles au travers des dynasties. Quoi. Ça m'a beaucoup plu, à titre personnel. Quoi. Et j'ai un parcours qui vient du retail. Donc moi, j'ai été directeur de flagship chez Darty et dans d'autres enseignes. J'étais chez Decathlon, également chez Alain Manoukian, donc un passage dans le secteur mode de luxe. Et en mars 2005, j'avais envie de changer et j'ai créé le French Chinese Center, qui est une association qui délivre des conseils gratuits donc aux entreprises françaises qui ont un intérêt sur la Chine. D'accord. Et donc j'ai lancé ça avec une personne chinoise qui était basée en France, qui était ma secrétaire et qui elle avait, je savais pas comme on dit, du Guanxin, donc ce fameux réseau en Chine. Et à Qingdao, donc voilà pourquoi Qingdao, cette histoire. Donc on est parti à Qingdao appuyé par la mairie d'Aix-en-Provence et on a développé des relations assez rapidement puisqu'on a eu un très très bon accueil de la mairie de Qingdao, donc c'est très bien passé. On a signé des accords d'agrément de partenariat pour échanger avec des entreprises chinoises qui ont intérêt en pays d'Aix, plus largement en métropole Aix-Marseille-Provence, et également pour des entreprises françaises qui ont intérêt à Qingdao dans la province du Shandong. Et à l'époque, en fait, donc il y avait déjà beaucoup de sociétés qui étaient intéressées par la Chine, qui avaient besoin d'aide. Et pourquoi en fait partir sur une association qui offrait des services, comme tu disais, gratuits? Finalement, quel était l'objectif? C'était vraiment de faciliter les échanges? Oui, alors à l'époque, c'était il y a 14 ans, moi j'avais pas senti vraiment qu'il y avait une énorme demande en fait des entreprises. Alors surtout des entreprises TPME, PME, peut-être des grands groupes effectivement, mais les entreprises dans le secteur du vin, les produits gastronomiques, les produits cosmétiques Provence ou français, bon, ils regardaient la Chine de très 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 loin quoi. Oui, en effet. Voilà, donc il n'y avait pas vraiment une forte demande. Et avec cette association, vous avez pu accompagner quelques sociétés, alors vous avez eu quelques success stories? Oui, tout à fait. Donc l'idée du French Chinese Center, c'est de permettre de faciliter. C'est vraiment le mot facilitateur et accélérateur. En fait, c'est les deux mots. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais tester le marché et rapidement, donc un an après, j'ai créé mon agence de conseil, China Trade Consulting, basée à Aix-en-Provence, siège à Aix. Et là, dans l'objectif de proposer des prestations de conseil beaucoup plus complètes et un accompagnement beaucoup plus complet que du conseil au travers d'une association à but non lucratif. Mais par contre, c'est vrai que la stratégie, moi de départ, était de faire rencontrer des gens au travers de ces structures associations, et ça a bien fonctionné puisqu'on a organisé régulièrement des conférences et des workshops à thème liés à la Chine, sur comment vendre en Chine. À l'époque, on était plus sur du retail physique, après e-commerce et e-commerce cross-border, donc on a différentes thématiques, et on a travaillé avec les chambres de commerce de Marseille par exemple, et d'autres organisations en Provence, mais également basées en France, pour essayer de monter des workshops ensemble à destination des PME françaises. Et à ce moment-là, donc, quand toi tu as créé ta société, tu étais encore basé à Aix. À quel moment tu as décidé finalement de te dire, bon allez, je vais m'installer à Qingdao Tout à fait. Moi, je suis parti en Chine en mars 2005, donc j'ai créé l'association avec ma secrétaire chinoise, et c'était l'inconnu. En Chine, je parlais pas un mot de chinois, je connaissais pas du tout. Et lorsque j'y suis arrivé, je me suis pris une claque positive, vraiment positive. Parce que déjà j'ai pu accélérer, et alors qu'en France j'étais sur le frein régulièrement, donc sur la partie business, puisque c'est un peu mon tempérament aussi, j'ai pu accélérer, mais surtout j'ai bien adhéré à la culture, quoi. J'étais assez curieux, bon, j'ai adoré les jiaozi tout de suite, quoi. Un violet chinois, donc voilà, ça m'a beaucoup plu la Chine en fait, quoi. Puis Qingdao, c'était aussi la bonne époque. Je pense qu'on a vu le développement de Qingdao ces dernières années, c'est devenu incroyable. Donc t'as été témoin en fait de tout cet élan. Un très bon accueil, et puis une ville agréable à vivre, de belles saisons, beaucoup de business avec la Corée et le Japon, mais également il y a les alliances françaises, Yantai est pas très loin aussi, donc on a eu des relations avec la ville de Yantai pour développer des implantations d'entreprises aussi à Yantai. À Qingdao, des ouvertures de boutiques pour des marques françaises, on a organisé des fashion shows, on a travaillé avec Parkson, Baisheng,
donc une chaîne de distribution très connue, où on a organisé des shows et des présentations de marques de cosmétiques de Provence. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a partie des premiers à faire ça il y a 15 ans. Il y a une grosse communauté de Français à Qingdao. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Ils ont toujours été très actifs. J'ai vu ça. Et il y a 14 ans, il y avait déjà beaucoup de Français de ce que j'ai vu moi lorsque je suis arrivé, notamment via le cercle francophone de Qingdao et le cercle francophone de Yantai aussi dans les deux villes. Et c'est vrai que régulièrement il y a des conférences, des dîners, des repas, des cocktails où on peut se réunir et rencontrer des Français et des Occidentaux et des Chinois. Finalement, c'est toujours aussi un petit peu ce que je recommande généralement, c'est quand on arrive en Chine, c'est le réseau. C'est de pouvoir rencontrer des gens puisque la communauté est relativement facile et accessible. Nous, on s'est connecté assez rapidement sur Internet et finalement on a profité de mon passage en France pour se rencontrer. Mais finalement, c'est vraiment une manière, quand les sociétés ou les entrepreneurs arrivent en Chine, c'est toujours la première chose à faire, c'est finalement d'aller taper à la porte de la communauté, de voir un peu qui serait prêt à prendre un café et donner quelques conseils. C'est vrai que c'est bien que tu dis cela parce que c'est pas ce que j'ai fait moi. Ok, d'accord. Voilà, donc tu me poses la question sur le réseau français, donc je mais ça n'a pas été ma démarche, c'est pas un calcul, c'est simplement parce que dès que je suis descendu d'avion, j'étais très curieux et mes premiers jours, mes premières semaines, j'ai adhéré totalement donc à cet environnement culturel chinois et ma première réaction a été de partir seul dans les rues dès que j'avais du temps la journée ou le soir, notamment les night markets, etc. Bien sûr, et puis dîner, manger des barbecues au bord de la rue. Là. Ça a été ma première réaction, j'ai adoré ça. Et donc après j'ai développé ça, c'est-à-dire dès que j'avais du temps le soir, je passais 3-4 heures le soir entre 20h et minuit à marcher, à rencontrer des personnes chinoises, à discuter avec les Chinois. Ça a été dur d'apprendre le chinois pour toi? Quand tu es passionné, puisque moi je suis passionné de Chine, tu apprends beaucoup plus facilement. Voilà. Alors moi j'ai appris sur le tas, donc avec les Chinois locaux, et dans les marchés, dans la rue, dans les marchés, avec les taxis, etc. Avec quelques amis chinois, on a mangé avec d'autres amis chinois qui m'invitent. Bon après tu parles de chinois, tu écoutes et t'apprends. Mais du coup tu as le parler de Qingdao, avec l'accent de Qingdao, avec certains mots locaux qui sont utilisés plutôt que à Qingdao quasiment. Par exemple, quand je vais à Shanghai et que je donne des directions au taxi, il comprend pas. On dit pas à droite, à gauche dans le même sens que dans notre quelquefois. Donc voilà. Et ça, j'ai découvert après, parce que moi j'étais à Qingdao au début, donc c'est vrai qu'il y a des spécificités en fonction des provinces et des villes, avec un parler qui est assez différent. Mais c'est vrai que moi, mon approche, elle a été naturellement tournée vers la Chine, et j'ai passé moins de temps que mes amis et confrères français étrangers à sortir, boire des bières ou aller dans les hôtels 5 étoiles, Shangri-La ou autre, Shangri-La pour aller manger. Ça, je l'ai peu fait, Voilà, j'étais plutôt invité par des amis chinois, et où j'invitais des amis chinois, et j'étais plutôt dans un écosystème chinois, Très implanté dans la communauté plutôt locale et chinoise. Oui, c'est ce qui m'a permis de découvrir naturellement, c'était pas l'intention de départ, mais plus rapidement la culture chinoise, le monde des affaires. C'est sûr, c'est un le bon chinois, le rythme, il faut l'imprimer tout de suite. Avec des Chinois, tu vois tout de suite comment ça se passe au niveau business, le matin, le soir, le karaoké, tu vois, le soir, on va au restaurant, le lendemain matin à 7h, tennis avec les personnes businessmen et membres du gouvernement, 7 à 8, 9h rendez-vous en meeting. Donc tu vois tout de suite le rythme et la manière de fonctionner, alors qu'en restant entre Français dès le début, tu apprends bien sûr, mais un peu plus lentement. Et ça, est-ce que tu as eu des moments où ça a été dur, où tu t'es dit tu vas pas réussir à percer en Chine? Est-ce qu'il y a eu des moments un petit peu de difficulté justement, parce que tu étais tellement imprégné dans un réseau chinois où tu voyais aussi peut-être comment ça se faisait et tu disais mais moi je serais pas capable de faire ça? Moi, le sentiment que j'ai eu, on parle d'Eldorado en Chine. Bien sûr. Oui, à l'époque, oui, encore dans certains secteurs, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'en Chine, il y avait énormément de possibilités. Ok. Comme je te l'ai dit au début, pour moi, j'ai pu accélérer. C'était
un terrain de jeu pour moi en Ouais. Chine. Je me suis vraiment éclaté, quoi. Je me suis régalé, quoi. Ouais. Et je me régale toujours, quoi. Donc j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait des choses impossibles. Au contraire, j'ai plutôt eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de choses possibles en Chine. Voilà. Simplement, avec l'expérience et le temps, c'est la manière d'y arriver qui est différente en Chine. Ok. Voilà. Donc je me suis rendu compte que la manière d'y arriver sur la première année en Chine, en 2005, allait être complètement différente. Et que si je conservais mon approche française ou l'approche des marques françaises qui me demandaient d'imprégner sur la Chine, je me suis dit ça n'allait pas fonctionner. Ouais. Donc autant arrêter tout de suite et rien faire, ou alors changer l'approche et plutôt essayer de s'adapter, quoi. Donc et alors du coup, quelle était la grosse part d'adaptation, comme tu disais, si on faisait comme si on faisait d'habitude, on n'allait pas y arriver. Et pour toi, au bout d'un an ou deux, tu t'es dit bon voilà, la recette un peu en Chine, les 3 points pas. Les 3 points, si déjà il faut aimer la Chine. Si tu n'aimes pas la Chine, il faut pas y aller, quoi. Voilà. Donc, moi j'aime la Chine, je suis passionné. Bon, ça aide beaucoup d'être passionné aussi, mais pour les personnes, les entreprises qui veulent y aller en mode business et qui sont pas forcément passionnées ou qui n'est pas leur priorité, quoi, la Chine, il faut déjà s'intéresser à la culture chinoise. Il y a une part interculturelle très très importante dans le business. Et c'est vrai que ce que je dis aux entreprises aujourd'hui, c'est plutôt de ne pas voir la Chine en mode business, mais de plutôt s'intéresser à la Chine sur la partie culturelle, de l'apprécier, de connaître l'histoire, les différences, et de voir comment on pourra arriver à cet objectif business. Pour moi, le business, c'est un objectif. Mais c'est pas une démarche. Oui. Enfin, peu une démarche, c'est peu, quoi. Voilà, donc c'est un mix entre des codes d'affaires occidentaux et chinois et une partie intérêt pour la culture chinoise. L'interculturel est très important, notamment pour l'employabilité des étudiants étrangers ou des étrangers en Chine. C'est très très important de comprendre la culture chinoise, comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne le management, puisque les attentes des personnes dans la vie privée et dans la vie professionnelle sont quelquefois différentes en Chine des nôtres. Alors c'est vrai que on a eu un peu le même parcours et dans ce qu'on a fait avec l'accompagnement de certaines sociétés. Et en fait, il y a eu une période où on se rendait compte que la Chine, ça devait faire partie de toutes les stratégies internationales de toutes les sociétés du monde. Si on parle de la France, toutes les sociétés françaises devaient avoir la Chine dans la ligne de mire sur les 3 ans. Aujourd'hui, en fait, c'est assez courant, même pour moi, de leur dire, mais la Chine, c'est pas une obligation, en fait. C'est que si vous aimez pas la Chine, que vous comprenez pas la culture, le fait qu'il va falloir s'adapter, parce que on peut pas simplement répliquer un schéma comme ça. La Chine, c'est pas forcément une obligation, du tout. Toi, dans les sociétés que tu as accompagnées, ou les projets que tu as pu faire à Tsingtao, est-ce qu'il y en a qui ont fait des erreurs énormes et finalement tu te disais on aurait pu peut-être faire les choses différemment, mais ils ont pas écouté, ou il y avait des erreurs assez énormes que tu as vues sur les sociétés que tu as accompagnées? Moi, en général, j'anticipe les problèmes et j'explique la manière qu'il faut faire pour aller en Chine en marque. Je leur dis voilà, donc il faut fonctionner. Tenez compte de l'interculturel, écoutez les conseils que les gens vous donnent, les experts. Si vous voulez le faire à votre manière et que vous n'écoutez pas les conseils d'experts en Chine ou de Chinois en Chine, si vous ne les écoutez pas, ça va être compliqué, vous allez prendre du temps. Le principal problème, c'est l'approche. Pour moi, il y a une approche qui est dans plus de 70% des cas erronée. C'est-à-dire que sur 10 entreprises qui me consultent, il y en a 3 qui vont être d'accord ou qui vont se lancer. Donc ça fait très peu. Voilà. Et ça, c'était il y a 14 ans. Aujourd'hui, c'est pareil. Voilà. Pourquoi ? Parce que les éléments de stratégie, entre guillemets, d'entrée sur le marché chinois d'il y a 14 ans, c'est plus trop les mêmes aujourd'hui. Ils ont changé. Voilà, quelques-uns. Voilà. Sauf la partie culturelle qu'il faut totalement intégrer dans son approche, quoi. Mais ça a changé. Donc l'approche. Le deuxième problème, c'est que les entreprises ont sous-estimé le budget qu'il faut allouer pour leur stratégie en Chine. On sous-estime le budget. Et donc, il y a eu des non-démarrages de projets ou des arrêts de projets en cours sur les entreprises que j'ai accompagnées ou dans des cases que j'ai vus de leur côté aussi, des projets qui sont arrêtés parce qu'en fait, ils ont sous-estimé le budget nécessaire en Chine. Donc, les deux principales approches pour moi, les deux principaux problèmes, c'est une approche erronée ou incomplète. Et le deuxième point, c'est le budget. Alors,
tu disais, j'ai cru comprendre aussi que du coup tu avais accompagné des sociétés chinoises qui venaient vers la France. Est-ce que tu as eu l'occasion? Et finalement, c'était aussi les mêmes problèmes? Exactement. Et c'est marrant. Ce qui est intéressant de voir, moi c'est ce que j'ai observé en 14 ans, c'est que on explique beaucoup quels sont les problèmes en l'occurrence des Français, des étrangers pour rentrer en Chine, les incompréhensions, l'interculturel, les codes d'affaires qui sont différents, mais on s'aperçoit que les entreprises chinoises, mais aussi les Chinois qui sont en France, qu'ils soient étudiants ou lorsqu'ils recherchent un travail, lorsqu'ils travaillent dans une entreprise, ont les mêmes difficultés. Moi, je côtoie pas mal d'amis chinois en France, dans le sud, à Aix-Marseille, mais également à Paris, et puis c'est les mêmes problématiques, des problématiques de départ simplement pour la recherche de stage. Voilà, où l'approche en France est assez formalisée, et également pour la recherche d'emploi. Il faut passer une dizaine d'entretiens dans plusieurs entreprises pour décrocher un job, et ça prend quelquefois 4 à 6 mois pour trouver un très bon job. Alors qu'en Chine, c'est différent. En Chine, pour trouver un job correct, ni bas de gamme et ni très haut de gamme, un job correct, on trouve en 3 semaines, quoi. C'est assez rapide, quoi. On bouge, on change de vie, mais il y a du travail, quoi. Voilà. En France, c'est assez différent. Donc, c'est vrai que du côté chinois, il faut réinterpréter les codes français, soit lorsqu'on veut venir en France étudier ou trouver du travail, mais aussi pour les entreprises chinoises. J'ai accompagné, notamment à Marseille, avec la Chambre de commerce de Marseille. Donc, il y a des patrons chinois qui sont venus, comme TechCode, qui est très important dans la data à Marseille. Tchétchène aussi, qui est numéro 1 de la silice, donc ils font des pneus verts, donc ils viennent de s'implanter à Marseille. Il y a une lettre d'intention en tout cas qui a été signée à Marseille, donc le projet devrait se faire. Mais c'est vrai que c'est très important d'accueillir les Chinois, et pour les accueillir en France, l'objectif est business. Il faut comprendre la culture chinoise. Si on les accueille avec un mode business, mais ils vont choisir une autre ville ou un autre pays. Bien sûr. Donc, par exemple, faire une cérémonie de thé, c'est très important. Donner des cartes de visite, dire des mots en chinois. Ça c'est sûr. Voilà, il y a des éléments de base, comme on m'a accueilli moi en Chine, qu'il faut qu'on essaie de reproduire, parce que c'est important de leur montrer que de notre côté aussi, on connaît quand même un petit peu la Chine et on s'intéresse à la culture chinoise. Bien sûr. Et on n'est pas qu'en mode business uniquement. Quoi. J'ai vu sur ton LinkedIn entre autres que t'as plusieurs titres en fait de représentation de Aix-en-Provence, de cette partie-là de France. On a bien compris que t'étais clairement passionné de la Chine, mais on se rend bien compte aussi que t'es quand même très attaché à ta région, et aussi du coup t'as envie d'en faire profiter, de mettre à profit toute cette expérience que tu as et les relations que tu peux avoir avec la Chine pour aussi peut-être mettre en valeur Aix-en-Provence, ta région. Je me trompe ou... Tout à fait, oui, ça je l'ai déjà fait, puisque moi j'étais ambassadeur de l'office de tourisme de la ville d'Aix-en-Provence pour la Chine, pendant 1 an. D'accord. Donc jusqu'à février 2018. Et en fait, c'est la première fois qu'en France, un office du tourisme nomme un ambassadeur dédié à la Chine. Pour un pays. Ça n'a jamais été fait en France. Donc c'est un peu avant-gardiste. Ça a du sens puisqu'il y a de plus en plus de touristes chinois qui viennent en Provence, dans les Lavandes également, dans le Luberon, et qui viennent visiter les villages aux alentours du pays d'Aix. Et donc ça avait du sens de renforcer la stratégie pour optimiser, on va dire, l'accueil des touristes chinois en Provence. Et puis moi, ça a toujours été, on va dire, ma passion, c'était de valoriser le savoir-faire français. Donc au French Chinese Center, lorsque j'avais mon agence China Trade Consulting, c'est-à-dire de valoriser les marques françaises en Chine, mais aussi de valoriser le territoire français, que ce soit sur le plan touristique, sur le plan économique aussi, c'est d'attirer des investissements, mais surtout de montrer qu'on est capable, de les attirer, et deuxièmement, qu'on connaît la culture chinoise et qu'on peut leur proposer quelque chose de serein, de stable sur le long terme aussi. On n'a pas simplement une approche business. Alors, comme tu disais à l'instant, donc en début d'année, tu as décidé, donc suite à plusieurs raisons personnelles et autres, tu as décidé de rentrer en Chine, de rentrer en France, excuse-moi. Du coup, t'es rentré en France à peu près depuis le début d'année, c'est ça? Non, ça fait un peu plus, ça fait 2 ans maintenant. D'accord. Ça fait 2 ans que je suis en France. J'ai été en dehors de China, un peu sur Pékin et Shanghai aussi, et j'ai habité Pékin quelque temps. Et après je suis revenu il y a 2 ans sur Aix-en-Provence.
Et après, avec de nouveaux projets aujourd'hui, puisque j'étais aussi consultant pendant 14 ans, enfin, en plus de mes activités, où mon travail était le conseil et l'accompagnement d'entreprises françaises mode luxe beauté sur le marché chinois. Et donc voilà, je suis rentré, j'ai pris une nouvelle fonction parallèle qui est vice-président de la Chambre de commerce de la République d'Arménie. Oui, très bien. Où je dépends directement du gouvernement d'Arménie, voilà, avec mon président qui est basé à Paris. Okay. L'idée, c'est en fait un peu de dupliquer ce qui a été réussi sur le French Chinese Center en termes de visibilité, d'image, d'actions réalisées pour fédérer et pour faciliter les accompagnements, comme on le disait tout à l'heure, faciliter. Donc ça fait maintenant 4 mois que je suis président de la Chambre de commerce d'Arménie à Paris pour valoriser et utiliser en fait mon réseau et apporter à la Chambre de commerce tout simplement. Il y a une petite communauté en Chine, en tout cas à Shanghai, vraiment petite, puisqu'on l'a vu, il y a eu la fête d'indépendance, je crois, très récemment. Oui, il y a une dizaine de jours. Ouais, donc j'ai vu qu'il y avait une toute petite communauté à Shanghai, mais assez active dans des belles industries généralement. Les Arméniens à Shanghai. Et ça, c'est une petite casquette en plus. Et sinon, moi, j'ai intégré Chronopost récemment. Voilà. Ça fait un peu plus d'un mois, le 23 août. Donc, et ça s'est fait naturellement, comme souvent en Chine, lorsque les bons business se font, les choses se font assez naturellement. Et c'est comme ça que les Chinois apprécient que les affaires se déroulent. Moi, je les apprécie également que ça se fasse naturellement, ce genre de choses. On s'est rencontrés sur une conférence en fait à Aix-en-Provence. Ok, décidément. Voilà. Capitale du monde. Voilà, une conférence à Aix-en-Provence où il y avait différents intervenants, dont Jean-Pierre Raffarin pour parler des routes de la soie. Moi, j'intervenais en tant que speaker sur la partie e-commerce cross-border en Chine, qui était une de mes expertises aussi précédentes. Et j'ai rencontré une personne de la direction internationale de Chronopost qui faisait un discours qui a été assez intéressant et qui rejoignait également ce que je disais. Donc en fait, nos discours ont eu beaucoup de sens. Bon, après on a gardé contact et dans l'après-midi, au moment où je partais, sur le trottoir, sur la route, en sortant, que ça se déroulait dans un hôtel à Aix, je rencontre le directeur international avec son équipe et on discute 5 minutes et le courant est très bien passé. Donc on a gardé contact. Après, les choses ont fait leur chemin durant cet été pendant 2 mois. On s'est rapprochés et puis on s'est mariés. Ça a été vite. Oui, en 2-3 mois, c'était allé assez vite. Oui. C'est allé assez vite pour 2 raisons. La première, c'est parce que Chronopost a déjà une stratégie Chine, puisque il y a environ 1 an, Chronopost a signé un partenariat avec le numéro 1 chinois SF Express, voilà, qui est le numéro 1 chinois en domestique sur le dernier kilomètre, mais surtout pour moi, en plus d'être ça, parce que c'est ce qu'on revendique, c'est qu'en termes de calimétrie, ils sont très appréciés par les Chinois, quoi. Donc ils sont très bons en termes de qualité de service, quoi. Et c'est vrai que moi je les ai utilisés à titre personnel il y a quelques années. Voilà, je n'ai pas utilisé SF en Chine et j'ai été surpris par déjà le marketing, la tenue et le packaging, quoi. Et la qualité du service, le packaging, et puis ils délivrent dans la campagne en Chine, n'importe où, quoi. Donc j'avais été assez impressionné, donc j'avais également une bonne expérience. Du coup, lorsqu'on m'a demandé est-ce que SF c'est intéressant, je lui ai dit effectivement, bien sûr, quoi. Donc le partenariat a du sens aujourd'hui et positionne réellement Chronopost comme expert numéro 1 aujourd'hui sur le marché chinois avec ce partenariat avec SF Express. Donc moi je suis rentré le 23 août au poste de responsable du développement des partenariats internationaux. Même si le titre il le dit pas trop, je suis en fait responsable Chine chez Chronopost, c'est-à-dire que j'ai plusieurs missions. Donc ma mission c'est de travailler sur la stratégie Chine qui a déjà été mise en place par Chronopost. Le deuxième travail, c'est de tisser des partenariats stratégiques. Bien sûr. Donc, par exemple, avec certaines agences, puisque Chronopost, on va voir un petit peu, mais c'est plus de 23 000 clients en France qui ont des attentes. Et lorsqu'ils veulent aller sur la Chine, ils cherchent des compétences sur le contenu, le storytelling, etc. ou autre. Les réseaux sociaux, on en parlait. Donc, en fait, on essaie de tisser en ce moment des partenariats stratégiques avec quelques agences plutôt basé en France pour la simplicité, pour les PME et les TPME aussi. Les grands groupes, ils sont déjà assez structurés. Le troisième travail, c'est l'optimisation de l'offre commerciale existante aujourd'hui Chine, voilà, pour nos clients français.
Et ma 4e mission, c'est le développement commercial. Donc j'ai un volet, une stratégie d'acquisition de grands comptes en new business. D'accord. Et alors, et pour les rendre les choses très simples, qu'est-ce que ça veut dire pour les Français qui veulent envoyer une parcelle en Chine? Du coup, ce nouveau partenariat avec SF, qu'est-ce que ça garantit ou qu'est-ce que ça va mettre en place? Parce que c'est peut-être encore en cours, j'imagine. Alors, l'offre existe déjà. Le partenariat est signé il y a 1 an. L'offre existe depuis le mois de juin. D'accord. Donc la première offre qu'on a lancée, qui était la plus simple, c'est ce qu'on appelle le B2C optimisé. C'est-à-dire qu'on a lancé tout ça avec SF Express avant juin, et aujourd'hui on propose aux entreprises françaises de tout profil de pouvoir pas seulement expédier en Chine, parce qu'en fait la solution qu'on propose c'est du e-commerce cross-border. Oui, bien sûr. C'est plus intéressant. On leur demande pas d'envoyer un colis en Chine, parce que ça la concurrence sait le faire. On peut le faire aussi avec ou sans FedEx, on peut trouver une solution. Aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'en fait on va leur permettre de pénétrer le marché chinois, donc d'accéder à cette clientèle chinoise en B2C et de leur vendre directement, peu importe où elle se trouve, qu'elle se trouve en France, dans le monde, bien sûr principalement en Chine. D'accord. Voilà, donc avec toute la partie dédouanement, donc on s'occupe de ça aussi, avec les taxes légales, etc. Parfait. En fonction des produits qui sont sur cette fameuse whitelist, donc on fait mettre les produits sur la liste, etc. Et qu'est-ce que ça dit? Là on rentre sur la partie technique, c'est que sur la partie cosmétique, il n'y a pas besoin, pour l'instant, parce que les règles changent, d'enregistrement CFDA, ce fameux enregistrement sanitaire qui coûte environ, en fonction des ingrédients, à peu près entre 2000 et 3000 euros, si c'est pas plus, par référence. Et puis tu peux mettre entre 6 mois et 2 ans pour être obtenu. Tout à fait. Donc là aujourd'hui, une PME qui n'avait pas les moyens pour entrer en Chine en physique, à l'époque en retail physique avec de l'import-export classique, ou alors en e-commerce, puisque ça nécessite quand même un stock physique en Chine et un partenaire, aujourd'hui elle a moins besoin d'un partenaire et elle n'a plus besoin d'envoyer son stock en Chine. D'accord. Elle fonctionne en e-commerce cross-border. Si elle a déjà adressé une cible chinoise en B2C, donc consommateur final, je ne parle pas d'entreprise chinoise de consommateur final, elle peut vendre sur son site web ou avec ses contacts chinois et envoyer directement en Chine en cross-border e-commerce. Donc, effectivement, avec ce qui est intéressant, c'est que dans la stratégie Chronopost sur laquelle on travaille, nous, on n'essaie pas à pousser une offre qu'on a mis en place avec SF ou une offre Chronopost à destination des entreprises ou du consommateur chinois. On a raisonné à l'envers. On est parti de ce qu'on disait dans cet entretien, c'est-à-dire de l'écosystème chinois, qui il est aujourd'hui, qui est le consommateur chinois. On ne va pas s'adresser aux consommateurs chinois. Il y a différents types de consommateurs. Donc là, c'est les millennials, comment ils consomment. Voilà, c'est une clientèle qui est sophistiquée, qui a un phénomène de premiumisation, qui est digital native, donc où elle navigue sur les réseaux sociaux, comment elle chope. On est parti de ce raisonnement-là et on a vérifié si notre stratégie était adaptée. Elle était adaptée en très bonne partie. On l'a optimisée. D'accord. Aujourd'hui, on a une offre qui est pertinente parce qu'on est parti du raisonnement de l'écosystème chinois. On n'est pas parti d'une offre qu'on a voulu pousser. Bien sûr. Voilà. Et au-delà de la logistique, alors, parce que si on parle de cross-border, d'e-commerce, il y a forcément une pièce de la chaîne qui sont les TP, les Tmall Partners ou les JD Partners. Donc aujourd'hui, ça va aussi leur faciliter leur travail, j'imagine. Tout à fait. Alors là, on a une autre offre pour finir sur les offres qu'on lance en novembre, qui va sortir là dans quelques semaines, qui est une offre B2B. Voilà, ok. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'une entreprise française, elle peut contracter avec un distributeur, un partenaire chinois entreprise basée en Chine, à Hong Kong ou ailleurs, et envoyer des colis. Alors, l'offre Chronopost, avant de parler qui est notre cible, notre target, c'est fameux Tmall Partner ou autre, l'offre Chronopost aujourd'hui avec SF, c'est quoi? C'est une livraison en Chine en 3 jours. Door to door. Donc, n'importe où de la France. Jusqu'à dans la campagne chinoise, par exemple, dans le Shanxi. Je cite le Shanxi parce que j'ai visité dans un village du Shanxi, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est 3 jours. Donc c'est exceptionnel. En plus des 3 jours, on a fait un benchmark, on a des tarifs qui sont quand même très compétitifs dans plus de 80% des cas par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, la concurrence, elle n'a pas ce partenariat sur le dernier kilomètre avec le numéro chinois. Donc nous, ce qui nous aide beaucoup, c'est que sur le dernier kilomètre, on va être très bon. Ensuite, il y a le dédouanement. Donc ça aussi, c'est un gros problème. C'est intéressant. Tout est clair. Voilà, conforme aux normes chinoises. Et ensuite, on a 8 points de tracking. D'accord. C'est-à-dire que c'est très intéressant. On connaît l'exigence des consommateurs chinois en général et en plus celle des millennials lorsqu'ils vont choper, donc acheter directement sur un site web de marque basé à l'étranger, ce qui est
une des nouvelles tendances Bien sûr, hein. aussi, ou sur une plateforme, ils regardent également comment on va livrer et ils veulent une exigence. Et lorsqu'effectivement il y a un logo, il y a une information qui apparaît Chronopost SF Express, effectivement, ils vont plutôt être incités à acheter là parce que ça va les rassurer davantage. Voilà. En plus de ce que ça va les rassurer, ils ont également 8 points de tracking en chinois. C'est-à-dire qu'ils peuvent vérifier, donc on est sur du M-commerce, sur leur téléphone, mais également sur un laptop, avec un masque d'écran chinois qui leur est familier. On va pas leur dire allez vérifier sur chronopost.fr tout en français. Donc ils ont la possibilité de le vérifier sur la base Chronopost, du tracking, mais également via SF Express tout en chinois. Donc ça c'est très intéressant pour une marque qui veut se lancer en Chine. 3 jours, dédouanement, 8 points de tracking, et puis rassuré parce que c'est SF Express. La proposition de valeur, elle est vraiment superbe, enfin on le voit bien. Est-ce que ça a été facile à mettre en place? Est-ce que ça a été facile pour Chronopost de travailler avec SF? Ça a pris plus d'un an. Ah ouais, mais d'accord. Mais un an, c'est pas si mal en même temps. Enfin, vu la valeur. Tout à fait. Ouais. Alors, la stratégie Chronopost, ça a été de se dire, il y a 2 solutions. Soit on va en Chine nous-mêmes, comme l'a fait FedEx ou d'autres. Voilà, ce qui peut être plus compliqué, prendre du temps et être chronophage. Ou soit on se dit, nous on n'est pas très compétents sur le marché chinois, et c'est ce qu'on a fait, et on va essayer de choisir le meilleur en Chine. D'accord. Et donc on a discuté avec SF, ça s'est très bien passé, parce que Chronopost c'est quand même le numéro 1 en France, quand même. Voilà, une certaine crédibilité. Voilà, DVD. Donc c'est le numéro 1 ou numéro 2 ex-aequo en Europe aussi. Donc ça a tombé sous le sens pour la direction d'SF Chine de se dire on va travailler avec le numéro 1 français et nous de travailler avec le numéro 1 chinois sur le dernier kilomètre. Bien sûr. Donc voilà, en fait on était très très similaires dans notre positioning déjà dès le début. Donc ça avait beaucoup de sens de contracter un accord. Et pour mettre ça en place, vous aviez une partie des équipes de Chronopost qui étaient en Chine? Alors, on a une partie de Chronopost qui était en Chine, des équipes chinoises de Chronopost Paris qui sont parties en Chine pendant 6 mois. D'accord. Travailler l'intégration, l'IT, c'est ce qui a pris le plus de temps à plugger, j'imagine. À plugger tout en chinois, les informations en chinois sur la partie Chronopost qui était en français. Donc ça a pris du temps avec nos équipes IT et ça s'est fait avec succès. Et là, on lance notre offre B2B aujourd'hui. Voilà. Et alors, nos cibles, c'est les grossistes chinois en France, beaucoup plus à Paris, mais on est en contact avec les grossistes chinois de Marseille aussi. Pourquoi? Parce qu'ils envoient beaucoup de colis en Chine. Alors on travaille avec eux. Eux, ils envoient par leurs propres moyens, ils sont déjà très compétents, mais c'est vrai que sur certains scénarios, Chronopost est très bon aussi via SF. Donc on travaille avec eux. Notre autre cible, c'est les plateformes e-commerce chinoises à Paris, donc par exemple Alibaba, mais plus Tmall Global, la partie e-commerce cross-border. Donc en ce moment, on discute avec la direction de Tmall Global, ça se passe très bien pour ces premiers échanges, pour essayer de voir si on peut être un partenaire relevant pour eux aussi dans leur stratégie. Bien sûr. VIP.com par exemple, NetEase Kaola, et aussi avec d'autres plateformes comme on est en discussion avec iShopping et Easantime aussi, une start-up aussi très performante basée à Paris, qui est basée sur un modèle de recommandation. Ils ne vendent pas de produits, mais ils recommandent des marques dans des points de vente. D'accord. Donc on essaie de travailler avec eux puisque le e-commerce se développe au cross-border de plus en plus. Et en fait, la partie Tipeee, après, comme tu l'as dit, donc pas seulement les plateformes, mais les entreprises qui ont ouvert des shops, qui sont Tmall Partners. Donc on essaie de les adresser en leur proposant nos services livraison express shipping en 3 jours. Une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, dans nos points forts, c'est que nous, on est très bon sur des colis de 100 grammes à 30 kilos. D'accord. Voilà, on va travailler là-dessus, quoi. Donc c'est exactement ça, c'est une petite commande, dédiée au e-commerce cross-border en particulier. Donc il peut y avoir plusieurs colis de 30 kilos. Voilà, donc on est performant là-dessus. Notre autre cible, c'est les marques. Pourquoi les marques? Parce que aujourd'hui, c'est un canal shopping très important, les sites web des marques, parce que c'est synonyme d'authenticité. Ça, on le sait, c'est très important en Chine. Ça permet d'acheter un produit qu'on ne trouve pas en Chine. Les Chinois disent, moi, je veux vivre une expérience que je ne vis pas en Chine, une nouvelle expérience. Et troisièmement, le pricing, les prix sont moins chers aussi, e-commerce cross-border. Et après, les retailers. Donc les retailers, c'est soit les très gros, on les connaît, Lafayette, BHV, Printemps, ça peut être des outlets aussi en province ou en région parisienne, mais c'est aussi des marques qui ont leur propre réseau, ça peut être des pharmacies qui ont un réseau parce qu'il y a de nombreux touristes chinois. Bien sûr. Et en fait, on est en train de proposer 2 solutions, que ce soit pour les marques et les retailers. Pour les marques,
une solution connectée sur le e-shop de la marque. D'accord. Avec un logo Chronopost SF Express. Donc c'est vrai que lorsque le consommateur chinois veut aller choper, bien sûr il y a un travail de marketing pour faire connaître la marque, c'est déjà très connu. C'est pour ça que dans ma mission je travaille avec des partenaires stratégiques, avec des agences qui vont permettre d'aider les marques à avoir une présence sociale sur les réseaux sociaux. Donc grâce à ce logo, ils vont pouvoir directement envoyer leur colis en Chine. Et ensuite, un travail in-store, parce qu'on va proposer de mettre en place, là c'est en cours de déploiement, ça va arriver fin d'année, début 2019, une app, en fait, c'est une tablette en fait, qu'on met à disposition dans les points de vente, où les touristes chinois ou chinois en France, lorsqu'ils sont présents dans leur UX, dans leur expérience du traveler, dans le point de vente, en plus de l'achat, ils ont une borne qui leur dit vous pouvez envoyer les articles directement chez vous. Au lieu de les ramener, vous envoyez-les à la maison. En B2C, donc soit c'est le retailer qui l'intègre, parce que quelques-uns se disent nous, nos équipes de vente doivent être dédiées à la vente et on ne veut pas perdre de temps là-dessus, sur l'emballage, etc. Voilà, il y en a certains qui veulent le faire. Bien sûr, ou soit c'est C2C, c'est-à-dire que le consommateur chinois, concrètement, touriste, il est à Paris, à Marseille, à Bordeaux, dans d'autres villes, à Aix-en-Provence, et il se dit voilà, j'ai acheté 4 produits cosmétiques, je ne peux pas en prendre plus. Moi, ce qui m'a intéressé chez Chronopost, c'est de s'interroger, bien sûr, comment on peut faciliter l'expérience de voyage du consommateur touriste chinois, et également développer du chiffre d'affaires. Pas travailler sur le chiffre existant, parce qu'on ne pourra pas le booster, même s'il est en pleine croissance, mais travailler en fait sur la masse qu'on n'arrive pas à récupérer, qui est limitée par rapport à la taille de la valise, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, on prend 4 ou 6 articles, on ne peut pas en mettre plus. Voilà. Par contre, se dire, dans l'expérience du traveler, dans le point de vente, aujourd'hui, le touriste chinois a la possibilité de prendre 5, 6, 7, 10 articles en plus, de les paquer, pick-up, et 3 jours expédiés en C2C. Il peut l'envoyer à son adresse perso, à ses parents, à ses amis, à n'importe qui en C2C. Voilà. Avant, on avait, moi je me rappelle, parce que quand j'ai commencé à venir vivre en Chine, d'abord j'étais à Hong Kong et je me rappellerai toujours du premier colis que j'ai eu de ma grand-mère, qui était un colis Chronopost, forcément, où dedans j'avais, je pense qu'elle ne l'avait pas compris où j'allais, mais elle m'avait mis des cotons-tiges, des spaghettis et une savonnette, donc je pense qu'elle pensait que j'allais à l'armée. Et à l'époque on avait aussi ce problème, en fait, c'est que les paquets en général étaient souvent un peu ouverts ou ce genre de choses pour la sécurité. Aujourd'hui, est-ce que du coup vous avez trouvé d'autres moyens pour checker ce qui était dans les paquets? Comment ça se passe aujourd'hui sur ces problématiques-là? Alors, le packaging, nous, on n'a pas de problème sur les packaging qui est de bonne qualité. Non, c'était plus en Chine, en fait, je pense à l'arrivée. Justement, là, j'allais y venir. Donc, tu me tends la perche. Avec SF, on ne rencontre pas ce problème. Mais voilà, c'est ce que je me disais tout à l'heure, ils ont des packaging de très haute qualité. Moi, je me rappelle, j'avais acheté du vin chinois, et c'était Changyu, en vin chinois. Et je l'avais reçu sur une plateforme e-commerce avec un emballage que j'avais jamais vu auparavant dans le monde. J'avais jamais vu cet emballage-là. C'est la première fois que je l'ai vu. C'était des sortes de bulles, mais très performantes. Et en plus des bulles, il y avait un emballage polystyrène qui prenait la forme de la bouteille et un autre emballage ensuite cartonné dessus. Et bon, on recevait ça, on a l'impression de recevoir un produit de luxe. Voilà. Donc de ce côté-là, SF est très très performant, donc il n'y a pas de souci. Juste un petit point pour revenir aux solutions qu'on met en place, parce qu'on s'interroge beaucoup sur le comportement du consommateur, pour que les marques qui passent via Chronopost ou pas, mais pour que les marques françaises ou étrangères aujourd'hui puissent vendre aux consommateurs chinois, ces fameux millennials qui cherchent beaucoup à acheter sur le canal de leur marque e-commerce, il faut non seulement proposer une solution d'expédition rassurante, performante en prix, avec un partenaire connu des Chinois, parce qu'on sait très bien que le Chinois, si c'est pas un écosystème chinois, il a du mal à aller sur une appli ou un prestataire qui est pas chinois, quoi. Voilà. Donc là on l'est, mais c'est pas suffisant. Notre offre aujourd'hui n'est pas suffisante. Ce qu'il faut, c'est avoir aussi un mode de paiement familier pour les Chinois. Donc on intègre avec des partenaires, et là on est en discussion avec Alipay. Donc j'ai rencontré le patron Europe d'Alipay, Jean-Cyril Girardin, qui nous a très bien accueillis à Paris la semaine dernière, où on est en train de tisser des partenariats avec des partenaires cashless paiement, comme par exemple Alipay, ou peut-être après WeChat Pay, ou d'autres partenaires, ou Union Pay par exemple aussi. Pourquoi? Parce que vous allez vous proposer des bons produits, des produits qu'on ne trouve pas en Chine, ni chez Premium,
designer, comme le demande aujourd'hui, avec un service d'express logistique performant en prix, référent puisque c'est Chronopost SF, mais si derrière il n'est pas capable d'acheter le produit online avec un mode de paiement qui lui est familier, ça va être compliqué, quoi. C'est possible, mais ça va être quand même compliqué. Ah, c'est évident. Ce qui est intéressant, en fait, c'est j'avais suivi une conférence il n'y a pas si longtemps avec les personnes de justement SF Express, et on était c'était exceptionnel en fait de voir à quel point c'était devenu une société qui n'était plus tellement dans la logistique, c'était surtout une solution de data, de gestion des data, parce que c'est l'optimisation du tracking justement, et c'est quasiment devenu une société IT qui se transforme avec une solution logistique, on va dire. Et en fait, en t'écoutant à l'instant, on se rend compte que dans les centaines de personnes qui travaillent ici aujourd'hui, c'est plus simplement de livrer un produit d'un point A à un point B, mais donc du coup, il y a une grosse partie IT, vous intégrez tout ça en interne. Écoute, ça me fait vraiment plaisir que tu aies compris cela, parce que c'est vraiment un élément de notre baseline, de notre base dans nos stratégies. Nous, on n'est pas simplement un transporteur de colis d'un point A à un point B, et ça c'est vraiment le cœur de notre stratégie, donc c'est très bien que tu l'aies vu comme ça, parce que c'est ça. Aujourd'hui, on a une approche écosystème chinois, c'est-à-dire qu'on est aussi conseil auprès de nos clients. Bah oui. Donc on a plus de 23 000 clients en France, on a plus de 250 commerciaux qui vont délivrer ce message de stratégie en France. Donc c'est une puissance, un très bon maillage en France. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'on on va vous apporter plus, on va conseiller, on va dire vous en êtes tout dans le développement de votre marque. Est-ce que vous avez fait un dépôt de marque? Voilà, est-ce que vous avez besoin d'un partenaire? Vous voulez être sur des plateformes e-commerce cross-border? Bon, on va vous mettre en relation avec on va vous recommander des partenaires, que ce soit des startups, on vient de le citer, en mode social e-commerce, plateforme ou focus beaucoup plus e-commerce. Donc on va recommander des personnes, et en fait notre solution va se greffer en fait de transport, parce qu'en fait c'est un écosystème cohérent, c'est un ensemble d'éléments qui assemblés les uns avec les autres dans un ordre précis fait que c'est successful. Dans un ordre précis, on le voit bien que c'est un ensemble d'éléments pour que ça fonctionne, mais il faut que ça soit assemblé dans un ordre précis, et c'est ça le plus difficile. Et ça, pour moi, c'est la définition de l'écosystème chinois aujourd'hui. On parlait des réseaux sociaux, d'ouverture de compte WeChat, de blogueurs, de KOL, Key Opinion Leader. Il n'y a pas une stratégie en Chine, il y a plusieurs stratégies possibles, donc on dit omnichannel, et la complexité, c'est ça, c'est de connaître l'écosystème et ne pas avoir un outil de travail, mais essayer de cumuler peut-être 2, bien sûr 3 outils ensemble pour que l'offre globale réussisse. C'est un super programme, c'est challengeant, ça va être, tu vas pouvoir toucher à énormément de choses, parce que avec le rôle que tu as, finalement, bien sûr, il va y avoir la Chine, mais pareil, ça va être en toile de fond, en permanence, mais il va y avoir tous ces nouveaux domaines, ou des domaines auxquels tu as déjà touché, on parlait d'e-commerce, mais finalement, ça demande aussi, moi c'est ça qui m'épate aussi dans ce genre de challenge, c'est le fait que ce que vous faites aujourd'hui, si on commence à se greffer à un marché comme la Chine, c'est que la Chine elle va tellement vite, c'est que dans 6 mois ça va encore évoluer, dans 1 an il y aura d'autres solutions, et vous ça vous oblige à dire il faut vraiment être alerte en permanence. Tout à fait, c'est la principale constante en Chine, c'est le changement. Moi, c'est ce qui me plaît. Bien sûr. Que les choses bougent. Et c'est surtout voir si on est capable de s'adapter à ces changements. C'est ça qui m'intéresse. Parce que ça nous pousse à être meilleurs, en fait, à chaque fois. Donc, c'est un challenge, pour reprendre ton mot, qui est au quotidien. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Voilà. Là, dans l'ensemble des équipes, donc toi, tu t'occupes la Chine avec pas mal de monde, j'imagine, qui t'épaule dans ces derniers... On est 350 à l'international. Voilà, mais chacun dans un domaine différent. C'est ça qui est intéressant, c'est que moi, je peux m'appuyer sur différents services. Avec différentes expertises. Le service communication qui est très important, le service marketing qui est très important. On travaille au quotidien. D'ailleurs, on a une réunion avec plus de 35 personnes de notre équipe entre midi et 14h, pour te le dire, pour avancer sur nos points stratégiques Chine, avec l'ensemble des départements du siège Chronopost aussi. Mais on a aussi ce qu'on appelle des CSM, des Customer Solution Management, et voilà, des équipes qui viennent après, entre guillemets, la signature du dossier pour être en contact avec le client, c'est-à-dire qu'on a un support derrière. La marque, une fois qu'on a signé, elle n'est pas laissée avec l'ensemble des équipes commerciales, mais il y a des supports qui vont gérer les problématiques et qui vont monter le projet en fait avec la marque. Et la marque, à chaque fois qu'elle va vivre avec nous au quotidien, elle va avoir un support pendant des mois et des années qu'elle pourra appeler derrière, et qui va aussi l'appeler. Bien sûr. Donc, pour revenir à la Chine, toi, tu vas continuer à faire des allers-retours sur la Chine. Maintenant, tu es plutôt basé à Paris, et entre Paris et Aix, comme tu me disais. Je suis en Paris et Aix, mais bon, logiquement, les déplacements vont
s'accélérer sur la Chine. Bien sûr. Donc on a déjà un déplacement qui est prévu début novembre, du 3 au 7, et du 3 au 7, on sait qu'à Shanghai, donc il y a un grand salon international import-export, donc voilà, qui a été beaucoup poussé justement par le président Xi Jinping, bien sûr, il sera et là également aussi. voilà, par Jean-Pierre Raffarin. Donc nous on essaie d'y envoyer une délégation et d'y avoir un stand pour premièrement mieux s'imprégner de ce qui se fait en 2018 en Chine aujourd'hui. Ça c'est hyper important de rester updaté, mais je dis même plus de s'upgrader au quotidien pour être performant et pas déconnecté, mais aussi pour présenter notre nouvelle solution, notre partenariat avec SF Express. On a une vidéo qui est assez performante, qui présente bien la valeur ajoutée de ce partenariat. On pourra peut-être la mettre dans l'article aussi, si tu as le lien, tu m'envoies ça. Si on se parlait dans 2 ans, on se raconterait quoi, tu penses? Dans 2 ans, il y aura une équipe Chine beaucoup plus importante chez Chronopost au siège, puis ça va se développer, voilà, avec beaucoup plus de collaborateurs français évidemment et chinois aussi. Pour moi, ça fait partie un petit peu d'une forte volonté aussi d'avoir aussi une équipe Chine avec des nouveaux collaborateurs chinois qui viennent par la suite. Ça tombe sous le sens. Et peut-être après, un relais sur la Chine, Chronopost Chine, pour travailler beaucoup plus en partenariat et renforcer le partenariat avec SF Express. Excellent. Quand tu étais en Chine pendant toutes ces années, est-ce que tu crois que les gens comprenaient ce que tu faisais, tes amis, ta famille, qu'est-ce qu'ils pensaient que tu faisais à Tsingtao pendant toutes ces années? Non. Moi, depuis 14 ans, on travaille avec moi pour les mêmes raisons pour lesquelles on ne travaille pas avec moi. C'est ce que je dis. Alors ça veut dire quoi? Voilà, ça c'est clivant. C'est-à-dire, soit on se dit tiens, je vais travailler parce que ces conseils sont très pertinents, disruptifs, avant-gardistes, et ça m'intéresse. Ou alors on va dire je vais pas travailler avec cette personne justement parce qu'en fait c'est trop décalé par rapport à ce que je veux faire, à ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc c'est la plupart des personnes qui ont passé pas mal de temps en Chine, qui ont accompagné des marques, ont eu quelques difficultés. Donc moi j'ai eu effectivement quelques difficultés, quelques échecs, mais c'est intéressant parce que ça m'a permis d'optimiser mon approche et de comprendre mes erreurs et de dire tiens, la prochaine fois je ferai peut-être la même chose, mais mieux, ou je ferais peut-être pas la même chose, je le ferais différemment. Voilà. Donc c'est vrai que aujourd'hui, il y a un grand nombre de personnes qui ont cette expertise sur la Chine et qui sont en Chine mais qui sont en France, et c'est toujours intéressant de faire passer ce message et d'aider. Moi je le fais naturellement et de donner quelques conseils pour leur dire comment il faut aller aujourd'hui en Chine et comment ça se passe. C'est plus l'Eldorado d'il y a 15 ou 20 ans ou il y a 30 ans, mais par contre il y a encore des opportunités. Et aujourd'hui, du coup, t'étais à ton compte pendant des années, entrepreneur à Tsingtao. Aujourd'hui, tu travailles dans un grand groupe, plutôt dans un monde corporate du coup, avec un poste à forte responsabilité en France, à Paris. Est-ce que ça n'a pas été trop dur? Est-ce que pour l'instant tout va bien? Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi j'aime bien quand les choses elles se font naturellement. Oui. Voilà. Oui, ce que tu disais. C'est l'idéal, mais j'essaie toujours à tendre vers ça, à prendre des scénarios, des situations où il y a une part d'aventure assez importante et où je puisse m'éclater, Voilà, c'est ce qui me plaît en premier, Voilà. Même si derrière on sait très bien qu'il y a des KPIs, bien sûr, des objectifs business. Ah, c'est sûr. Voilà, c'est donc sûr. ça s'est fait naturellement. Et Chronopost avait déjà mis en place une stratégie bien avancée sur la Chine. Donc pour moi, entre guillemets, on en a discuté et c'était déjà bien. Il y avait peu de choses à modifier et du coup ça m'a beaucoup plus intéressé parce qu'effectivement il y avait de belles choses qui étaient déjà établies et j'ai dit ça m'intéresserait d'aller plus loin et d'avoir ce challenge pour développer quelque chose qui est assez neuf quand même et d'être le premier en France partenaire expert logistique à signer avec SF parce qu'SF a signé uniquement avec Chronopost sur le marché français. Donc oui, c'est des nouveautés puisqu'on rentre dans une structure plus structurée et on a l'habitude d'être un électron libre, donc c'est toujours difficile pour l'un et pour l'autre lorsque le mariage s'est fait on est plus
plus en mode observation, de voir Bien comment sûr. travaille l'un, comment travaille l'autre. Mais moi, c'est vrai que je me pose pas ces questions. Je pose pas des questions de frein. Je suis plutôt quelqu'un qui avance. Et je me dis, on verra comment les choses se passent, en espérant que ça va apporter à Chronopost et que notre solution va surtout apporter à nos clients, parce que le plus important, c'est que ça apporte à nos clients. Et quand tu me demandais comment je vois les choses d'ici 2 ans, 5 ans, ce que je voudrais, c'est que nos solutions fassent des petits et qu'on ait de plus en plus de marques qui passent par Chronopost SF, voilà, pour aller sur le marché chinois et qu'on soit référent comme expert Chine aujourd'hui. Et dans cette fonction-là, même si le titre l'évoque pas beaucoup, puisqu'il est responsable du développement des partenariats internationaux, ma mission est quand même d'être un peu le monsieur Chine de Chronopost aujourd'hui, quoi. Donc ça a du sens par rapport à ce que j'ai appris, ce que j'ai acquis, et c'est vrai que moi l'idée c'était de pouvoir apporter quelque chose réellement, quoi. Et aujourd'hui j'ai quand même, il faut le dire, beaucoup de liberté, et c'est vrai que des groupes qui sont structurés comme ça avec des tailles importantes, donnent quelquefois pas toutes les libertés, donc ça c'est un gros point fort, quoi. En tout cas, tu as été extrêmement actif depuis que tu as démarré. Comme tu disais, ça fait 1 mois à peu près, donc 1 mois et une dizaine de jours. Donc, tu as été aussi intervenant sur beaucoup d'événements, j'ai vu. Et ce qui est marrant, je trouve que c'est un peu en train de changer de catégorie. Alors, c'est peut-être aussi ce que toi, tu amènes personnellement. Il y a cette catégorie e-commerce. Et alors, avant, comme on disait, Chronopost transporteur. Et aujourd'hui, il y a cette grosse dimension e-commerce. Et donc, finalement, c'est pas mal d'interventions que tu vas faire. C'est des domaines que tu maîtrises bien. Donc en tout cas, moi je suis très content d'avoir pu toucher à tout ça avec toi aujourd'hui. C'est vrai que ça m'a donné aussi une bonne vision de ce que Chronopost avait un petit peu dans ses tiroirs en ce moment et ce que vous alliez faire. Et il y a une proposition de valeur, comme tu disais, qui est challengeante, qui va être extrêmement intéressante et qui peut vraiment apporter des solutions. Et justement, je me disais, peut-être pour finir, les sociétés ou les marques qui sont basées en France, qui aimeraient en savoir plus sur cette solution-là, on les renvoie vers où, vers qui, comment elles peuvent trouver toutes les informations selon toi? Alors, la première, c'est qu'on a une équipe de plus de 200 commerciaux en France. D'accord. Voilà. Donc, les commerciaux font leur rôle et lorsqu'ils ont déjà dans leurs clients ou dans leurs prospects des profils intéressés ou potentiellement intéressés pour expédier en Chine et avoir une solution e-commerce cross-border, ils sont capables déjà de répondre à tout ça. Lui délivrer ces informations. Ils ont reçu tous des formations donc durant cet été, puisque l'offre est là depuis juin, et donc aujourd'hui ils ont eu une formation écosystème chinois, qu'ils connaissent, et une formation sur l'offre qui est aujourd'hui une offre B2C optimisée. D'accord, voilà. Très bien. Et là on lance bientôt donc l'offre B2B standard dès novembre. Donc ça c'est pour la partie purement démarche commerciale. Au niveau de la com, on a le marketing et la communication, et on travaille qui est considérable aujourd'hui pour apparaître en référencement sur les réseaux français dans un premier temps, et on participe, comme tu l'as dit, à de plus en plus d'événements majeurs en France et en Chine. En France, par exemple, on a été sollicité par le Who's Next, qui est le salon référent à Paris dans le domaine de la mode et des marques et des taillants, pour intervenir sur une conférence dédiée au cross-border e-commerce pour les marques niches, les marques émergentes françaises. On participe bientôt le 24 novembre au 2e forum e-commerce franco-chinois. D'accord. Voilà, qui est organisé par Hangzhou Free Trade Zone et en France par son relais donc Chine Europe, qui est un forum très important, et Shan Consulting, qui est une agence de conseil chinoise basée à Paris. Et là bientôt on participe aussi à un autre événement avec une business school qui est française, qui est basée à Shanghai et qui a plusieurs établissements dans le monde, dont un Aix-en-Provence et Paris, qui s'appelle l'ESCA. Donc sur un programme qui s'appelle Booster Chine, avec 3 conférences, dont la première est le 10 et les autres suivront en 2019. Et le thème de la conférence du 10, c'est exporter en Chine. Quelle solution pour les marques françaises aujourd'hui? Voilà. Et ensuite, on a d'autres événements à venir, comme je l'ai cité, par exemple, le forum import-export, le salon de l'import-export à Shanghai, où nous serons présents du 3 au 7 novembre. Tout à fait. Alors, moi, ce que je recommande aussi aux gens, définitivement, et on le mettra dans l'article, c'est de te suivre sur LinkedIn, parce que tu es très actif et tu partages énormément d'informations sur la Chine, sur ce que tu fais et justement aussi toutes les interventions que vous allez faire. Donc c'est un bon moyen de savoir ce qui se passe. Donc on rajoutera tout ça aussi dans l'article. Alors moi, il me reste plus
plus qu'à te remercier. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et toutes ces explications. Comme je disais, je mettrai bien les informations par rapport aux différents éléments que tu as présentés dans l'article pour que les gens puissent te retrouver, te suivre et peut-être te poser aussi des questions en direct. Oui, avec grand plaisir de partager. Merci à toi d'être venu à notre siège autour d'un thé à Paris. Tout à fait. Puis au plaisir de te revoir à Shanghai. Peut-être tu seras au 7 très prochainement au salon de Export. Ça marche. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Bien voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Laissez-moi des likes et des commentaires, que ce soit sur iTunes ou toute autre plateforme de podcast ou sur le site internet de nextstephub.com/fr. On est aussi, bien sûr, sur WeChat si vous êtes en Chine, à nextstepfr. Et puis surtout, n'hésitez pas à le dire à l'invité sur son LinkedIn. Vous trouverez tous les liens intéressants et importants dans l'article illustrant cet épisode. Dans tous les cas, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode.